Madame, Monsieur, bienvenue dans ce plateau spécial. Le procureur près la cour d'appel de Libreville a pris la parole ce jour et dit Minan a expliqué les raisons qui ont conduit la justice gabonaise à mettre en liberté provisoire l'ex-première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, et son fils Nourdine Bongo, incarcérés depuis le coup de la libération en août 2023. Plusieurs chefs d'accusation, parmi lesquels détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, concussion, usurpation de titres et de fonctions, faux et usage de faux, association de malfaiteurs pesaient sur eux. Selon le magistrat, leur état de santé a pesé dans la décision de leur accorder cette liberté provisoire. Je suis en compagnie d'Arnaud Lilian Billy, notre consultant. Il est analyste politique. Arnaud Lilian, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. C'est toujours un plaisir d'être là. Arnaud Lilian, depuis quelques jours, la presse fait état de la mise en liberté provisoire de l'ex-première dame et son fils Nourdine. De votre point de vue, est-ce que des raisons de santé peuvent valablement faire l'objet d'une mise en liberté provisoire? Avant d'abord de rentrer dans la décision judiciaire qui est de mettre Madame Sylvia Bongo et famille en liberté provisoire, il faut rappeler un certain nombre de faits que nous avons lus dans la presse qui peuvent déplaire pour ce qui concerne la justice gabonaise. Parce que dans certains médias, on a lu où c'était écrit « La première dame du Gabon et son fils ont été exfiltrés ». Judiciairement, ce n'est pas possible, ça ne se fait pas exfiltrer, c'est sans consentement de l'État. Une personne a été enlevée sans l'aval et sans l'appui du gouvernement et de l'État, a été envoyée dans un territoire autre ou bien enlevée d'un endroit à un autre. Ce qui n'est pas le cas. Donc il faudrait que ces médias regardent à nouveau les titres parce que ça peut prêter à confusion à toutes les personnes qui les lisent. Donc c'est normal. On va regarder que le cas Sylvia Bongo Ondimba aujourd'hui, ce n'est pas un cas qui fait école, ce n'est pas nouveau. Avant Sylvia Bongo Ondimba, d'autres décisions dans ce sens ont été prises. Il faut rappeler que M. Lacruche Alianga est passé par ce processus. Tony aussi est passé par ce processus. Tous ceux qui ont été libérés dans ce qu'on appelait jadis à l'époque la GEV, et plus récemment aussi, pour ceux qui ont été pris dans les mailles du filet après le 31 août, M. Jesse Lenkoga. Donc ça n'a pas fait beaucoup de médias, c'est normal peut-être parce qu'il ne pesait pas assez sur l'opinion publique, mais ce sont les mêmes raisons qui ont poussé à ce que Mme Sylvia Bongo Ondimba et son fils aujourd'hui soient mis en liberté provisoire. Effectivement, à nos Lyon, on voit bien qu'il s'agit de personnalités de premier plan et notamment de l'ancien régime, mais encore une fois, lorsqu'on est détenu de façon provisoire. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de rappeler que le principe, c'est la présomption d'innocence quand on est en justice et qu'on est détenu lorsqu'on a un état de santé qui se détériore et que ses avocats font état de ces dossiers devant les responsables de la justice, ça peut conduire à une mise en liberté provisoire. Mais effectivement, comment voulez-vous qu'on puisse condamner ou juger une personne qui est en mauvais état de santé ou une personne qui est appelée à partir? Il est nécessaire que la personne qui est appelée à la barre soit en bonne santé, sinon en santé, pour pouvoir répondre des faits qui lui sont reprochés. Et le territoire, aujourd'hui, on parle de liberté provisoire. Mais oui, rien ne peut aujourd'hui condamner cette décision du simple fait que la santé est une priorité en matière de justice. Et aussi, il faut voir dans les conditions lesquelles la prison a été une véritable punition pour ces personnes, vu le rang que les personnes occupaient. Donc, la justice, quand même qu'elles ont été détenues pendant près de 2 ans. Oui, et rappelez que la justice suit son cours. La liberté provisoire ne veut pas dire une liberté définitive. Le procureur l'a bien rappelé, et que tout est en cours et que les personnes vont réellement se présenter au moment du procès. Alors, mais Arnaud Lilian Billy, il y a quand même un communiqué de la présidence angolaise qui fait état de la présence de l'ancien président Ali Bongo et sa famille sur leur sol, du point de vue politique. Pourquoi le choix de ce pays? Bon, écoutez, moi je ne suis pas dans les secrets de Dieu parce qu'il faut remarquer qu'il y a quand même eu le président angolais en territoire gabonais qui a fait un tour et les médias en ont parlé chez Ali Bongo Ondimba. Donc il se peut que ce dernier et sa famille ont fait ce souhait, ont émis ce souhait, autant pour moi de dire nous voulons nous reposer chez vous, tel que si nous obtenons la liberté provisoire, est-ce que vous nous garantissez un certain nombre de conditions et de sérénité, notamment, j'ai envie de dire notamment, la sécurité sanitaire. Et puis voir, parce qu'on parle quand même de causes de maladie.
Donc, et dans les causes de maladie, il y a aussi une question de sécurité. Est-ce qu'il y a la confiance encore de la famille Bongo vis-à-vis des médecins gabonais au vu des fonctions qu'ils ont occupées à l'époque? Ils ont bien voulu se faire traiter, mais ils ont voulu se faire traiter dans un espace où ils ont le sentiment de sécurité et le sentiment de respect. Et je ne crois pas que le tour que le président angolais a fait au domicile privé de M. Bongo a porté ses fruits, on avait dit. Ben, il faut aussi saluer, et ça j'ai envie de le dire, le travail des avocats qui ont été assez, j'ai envie de dire, intéressants et assez ponctueux sur ces questions-là et qui ont réellement gagné cette première manche-là pour obtenir cette liberté. Arnaud Lilian, on sait qu'au lendemain du coup de la libération, l'une des raisons évoquées pour lesquelles l'ancien président Ali Bongo Ondimba n'était pas poursuivi, c'est aussi son état de santé. Est-ce que finalement, cette question va, j'ai pas envie de dire, obérer l'action de la justice, mais est-ce que la question de la santé finalement est déterminante dans les décisions de justice dans ce pays? Pas dans les décisions, mais dans la procédure. Parce que j'ai envie de dire que la décision, elle sera prise par la justice, mais la procédure peut en fait, c'est clair que vous ne pouvez pas poursuivre une personne qui est malade, une personne qui est hospitalisée. Vous devez attendre que la personne sorte de son état pour qu'elle puisse se représenter ou bien qu'elle se fasse réellement ou qu'elle soit réellement présentée. Mais il faut savoir la bonne question ou la réelle question qu'il faut se poser, c'est pour une fois quand même, nous avons eu une justice qui a pris connaissance et qui a pris bras le corps les difficultés que nous traversons. Il n'y a pas eu une instrumentalisation de la justice. Elle se saisit, elle a eu à affronter uniquement les avocats, elle a confronté les avocats, elle a vu le processus de tout ce qu'il faut faire, naturellement. Justement, d'où ma question, Arnaud Lilian, au regard quand même des personnalités dont il est fait mention, est-ce que la justice a agi en toute indépendance? Mais naturellement, vous le rappelez, depuis le 30 août 2023, on ne cesse que les membres du gouvernement et le président Ateliquel ne cessent de rappeler que la justice doit être indépendante. Nous rentrons dans une nouvelle ère de la Ve République. Et si aujourd'hui il y a quelque chose qu'il faut signifier, c'est l'indépendance de la justice. Et la justice aujourd'hui ne s'est pas mélangée aux politiques, ne s'est pas mélangée à la diplomatie. Elle a pris une décision et cette décision judiciaire peut amener à ce que les hommes politiques s'intéressent, mais ce qui n'est pas le cas naturellement de ce qu'ils amènent ici aujourd'hui. Et la décision judiciaire peut apporter à ce qu'il y ait des plateaux comme nous faisons aujourd'hui, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des débats, mais elle demeure quand même une décision judiciaire et que nous ne pouvons pas faire autre que respecter cette décision. Et puis il faut rappeler à toute fin utile qu'elle n'est pas en liberté définitive. Et je crois que quand la famille a décidé de se rendre du côté de l'Angola, c'est parce que l'Angola aussi, ayant accepté ces conditions, je crois, a aussi garanti un certain nombre de faits. Pour dire, dès lors ils sont convoqués, dès lors, je ne sais pas de la famille, est convoquée auprès du tribunal de Libreville, il y a des garanties de présentation, c'est-à-dire de se présenter effectivement au tribunal et de répondre à des chefs d'accusation qui leur sont présentés. Donc, à cet effet, il faudrait aussi voir qu'il doit y avoir de l'autre côté cette garantie. Justement, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, aujourd'hui, quel est l'état des relations entre l'Angola et le Gabon? Non, mais le Gabon et l'Angola ont de très bonnes relations. Et puis, Arnaud Lilian, on sait quand même, au tout début de la transition, l'Angola était quand même plutôt réticent. Ça, c'était pas l'Angola. C'était le président lui-même. Parce qu'il faut dissocier l'État et la personne. Et il faut rappeler que l'Angola était un pays signataire d'Interpol. Donc, en matière de justice, ne peut pas se prévaloir de verrouiller un certain nombre de faits. Parce que nous sommes tous signataires d'Interpol et appartient à cet espace Interpol. Donc, à tout moment, le Gabon peut demander à ce que Sylvia et fils rentrent sur le territoire national pour être jugés. Vous l'avez dit, vous avez relevé quelques faits. Si au début de la transition, effectivement, le président angolais était plus ou moins réticent, par la suite, on a bien vu l'ambassadeur d'Angola présenter ses lettres de créance au président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, et puis cette visite d'État qui vient confirmer les bonnes relations entre le Gabon et l'Angola. Cette liberté provisoire peut garantir la mise à disposition des personnes qui sont poursuivies. Mais c'est même une mise à disposition et d'une mise à... j'ai envie de dire, c'est une mise en collaboration entre le Gabon et l'Angola. Parce que là, le président angolais dit clairement à travers ce acte et ce geste pour dire
mon pays se porte garant de leur sécurité, mais aussi de ramener ces tiers au pays en cas de besoin. Et justement, est-ce que, de votre point de vue, il s'agit là d'un test grandeur nature de la justice gabonaise qui prend librement ses décisions et qui les assume, même pour un dossier aussi sensible? Évidemment, la justice vient de... Vous voyez, il faudrait que quand on décide à un moment donné de faire confiance à la justice, et pendant longtemps, près de 40 ans, on a dit que la justice était instrumentalisée. Et le débat continue. Nous n'allons pas arrêter ce débat ici aujourd'hui. Mais il faut rappeler que quand elle prend une décision, parfois quand ça fâche, il faudra assumer que c'est le fait de son autonomie, le fait de sa responsabilité, qu'elle se saisisse brillamment des choses et prenne des décisions. Et ces décisions, quand ça fâche, il faudra assumer. Et la justice assume son choix. Et on a rappelé aussi que la justice en face, elle a aussi des personnes, elle a des avocats, donc il y a aussi des arguments contraires. Ce n'est pas parce que vous êtes aux affaires que vous avez forcément raison. C'est parce que vous êtes procureur, le rôle d'un procureur, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de regarder les faits, d'estimer et de voir ce qu'il y a lieu de faire face aux différents avocats. Et l'avocat de la partie adverse a présenté des arguments assez convaincants pour demander une mise en libération provisoire. Ce n'est pas une position, c'est une demande due à l'état de santé fragile. Il faut rappeler état de santé fragile de Mme Sylvia Bongo. Justement, Arnaud Lilian Billy, d'où ma question, est-ce que cela ne remet pas sur la table la question de la qualité finalement de nos milieux carcéraux? Parce que, on l'a entendu, certains reproches qui étaient faits justement aux membres de l'ancien régime qui se sont retrouvés en prison et qui n'ont pas toujours pris le temps d'aménager ces espaces. Aujourd'hui, se sont retrouvés et ils ont expérimenté eux-mêmes les conditions dans lesquelles sont aujourd'hui les détenus en République gabonaise. Il n'est jamais aisé de vivre en milieu carcéral, ça c'est un fait. Faites un tour là-bas, ce n'est pas aisé et ce n'est pas bien. Et puis, il faut rappeler que ces prisons n'ont pas été conçues pour abriter le nombre de détenus qui y vivent. Ça n'a pas été conçu pour cela. Il faut revoir, certes, pour les questions humanitaires, comment regarder et comment rebâtir et reconstruire d'autres centres de détention. Mais cela aussi dit que, vous voyez, il y a des personnes qui se croient en bonne santé. Et parce qu'on croit qu'on ne soit en bonne santé, quelqu'un qui est en bonne santé est un malade qui s'ignore, comme le disent certains médecins. Et parfois, nous avons des maladies que nous arrivons à traiter tant que nous sommes en liberté. Et quand la justice nous frappe ou quand la justice frappe à notre porte et que nous retrouvons dans un centre de détention, nous n'avons plus accès à la même qualité de soins que nous avons quand nous étions en liberté. Donc, naturellement, votre état de santé peut se détériorer. Il faut rappeler que, sur le point de vue de la justice, l'État ne prend pas en charge la totalité. C'est-à-dire, s'il faut vous faire opérer, s'il faut évacuer, c'est-à-dire la qualité n'est pas considérée sur le point de vue judiciaire, mais l'obligation de porter secours est là. Donc, vous n'aurez pas forcément la même qualité de médecin quand vous êtes en milieu carcéral que quand vous êtes en liberté. Donc, ceci peut expliquer peut-être que l'état de santé s'est aggravé en ces milieux-là. Arnaud Lilian Billy, quand on regarde un tout petit peu les chefs d'accusation qui sont portés contre Madame Sylvia Bongo et son fils Noureddine Bongo, on parle de concussion, de détournement de deniers publics, de faux, usage de faux, de détournement de titres et de fonctions. Ce sont des chefs d'accusation suffisamment importants pour que la justice aille au bout de cette affaire? Mais ce n'est même pas question de justice, parce qu'il y a le social qui attend. C'est-à-dire, vous avez accusé des gens, vous avez mené des enquêtes. Naturellement, l'opinion publique et les Gabonais attendent des résultats de cette enquête. Ils ont eu des chefs d'accusation, il faut que les personnes soient jugées. Et juger, c'est dire s'ils sont innocents ou pas, coupables ou pas. Parce que si cela reste longtemps, on va se dire que la justice en elle-même n'est pas claire et n'est pas nette. Et ça va susciter notre opinion publique, ça va susciter des critiques même au sein de la justice. Il faudrait qu'on arrive à ce que quand une enquête a été diligentée, il faudrait que cette enquête aboutisse et qu'il y ait des résultats et que ça soit publié. Si une personne a été arrêtée et accusée de plusieurs chefs d'accusation, il faudrait que la personne se mette devant la justice, cette personne soit libre ou condamnée, mais au moins que cet acte arrive à la fin. Parce que c'est grâce à cette fin-là qu'on peut savoir si la personne est innocentée ou pas. Si en plein milieu de ce processus, il y a des dérives judiciaires, ça va de soi qu'il y ait des interrogations. Et pour éviter toute forme d'interrogation, il faut aller à la fin du processus judiciaire. Pourquoi c'est
important que ce dossier aille jusqu'au bout? Mais c'est important parce que, vous vous rappelez, dès lors la prise de pouvoir des militaires, c'est l'une des premières choses qui a été faite, c'est de mettre aux arrêts pour un peu plus clair. Et la justice a pris le relais. Quand la justice a pris le relais, il y a des personnes qui ont été interpellées. D'autres ont été libérées au fur et à mesure des chefs d'accusation où la preuve a été, où on va dire l'innocence a été prouvée. Vous avez eu le cas de M. Steve Dieko, qui est aujourd'hui en liberté. Donc, il y a plusieurs personnes dans ce sens-là. Mais pour d'autres, l'enquête se poursuivait parce qu'il y avait effectivement des soupçons, où il y avait des doutes. Donc, dans ces doutes-là, il fallait voir un peu plus clair. Et le temps de la justice, ce n'est pas le temps social, ce n'est pas le temps humain. Il y a un temps bien précis pour la justice. Et là aussi, on va mettre de la pression, mais il faut rappeler que aussi, la liberté provisoire a aussi un temps. On n'est pas en liberté provisoire de manière définitive. Donc, là où l'opinion doit regarder, c'est le temps accordé à cette liberté provisoire. Mais justement, le temps accordé à cette liberté, le procureur près la cour d'appel de Libreville dit qu'un procès se tiendra dans des délais raisonnables. Qu'est-ce qu'on devrait entendre par dans des délais raisonnables? Je sais qu'il y a, quand on parle de délais raisonnables, faut pas j'aimerais qu'on sorte d'abord du contexte entre le social et le juridique. Il y a un temps. Quand on est en liberté provisoire, on n'est pas là pour tout le temps. On est là pour un temps précis, je n'ai pas le texte qui me donne le temps exact, mais il y a un temps. Et je crois que quand il dit dans un temps raisonnable, il fait allusion à ce temps-là. Et c'est à partir de là que nous allons voir les premières enquêtes, les premiers résultats liés à cette enquête. Et puis, il faut en finir avec ça une bonne fois pour toutes. Il faut nous dire clairement si les personnes sont effectivement condamnées ou pas, parce que nous n'allons pas garder une république sous présomption judiciaire. On va pas rester longtemps sur cette substitution judiciaire en disant que oui, ils seront jugés quand, et qu'à tout moment, quand on parlera de Sir Bongo Ondimba ou d'Ali Bongo Ondimba ou de son fils, on va remettre ça sur le plateau. Il faut que cela termine à un moment donné, quitte à prendre des décisions courageuses. La justice a pleinement le droit, la justice a le pouvoir, la justice a plein pouvoir sur ce dossier, puisqu'il a été clair depuis le début, le politique ne s'en mêle pas. Justement, on rappelle aussi, à toute fin utile, que la présomption d'innocence rappelle bien qu'ils sont présumés innocents jusqu'à ce qu'ils soient condamnés. Mais quand on regarde un peu, on fait un peu le tour de l'actualité, le président Brice Clotaire Oligui Nguema avait été interviewé par un média étranger et il rappelait qu'il avait quand même, il y a des preuves suffisamment solides pour justement conforter l'idée d'une potentielle culpabilité. Ces preuves, à tout moment, peuvent justement rejaillir et peser dans une décision de justice? D'abord, je ne veux pas m'avancer sur ce débat parce que j'estime que ceux qui doivent détenir les preuves uniquement, c'est l'appareil judiciaire et non l'appareil politique. Donc, j'estime que si les juges ont des preuves assez solides à cet effet, je crois que l'appareil judiciaire fera son travail. Mais il faudrait aussi préparer l'opinion publique à ce qu'ils sachent qu'il y a parfois des accords qui peuvent énerver l'opinion publique nationale, mais qui peuvent réellement exister sur le point de vue juridique. Il peut y avoir des accords ou des mises en liberté en contrepartie de certains éléments pour des questions de raison d'État. Et parfois, on émerge ou on fait émerger la question des raisons d'État pour faire éteindre certains débats ou certains sujets. C'est important de rappeler et de rappeler aussi à l'opinion publique qu'il ne faudrait pas vous attendre à ce que naturellement, elle fasse de la prison forcément. Elle pourrait faire de la prison si la justice décide, et si la justice décide autrement, il faudrait aussi l'accepter. Parce que parfois, des raisons judiciaires sont parfois contraires aux raisons d'État. Ça pourrait arriver, comme on le voit sous d'autres cieux, des condamnations à la résidence surveillée. Il pourrait y avoir des condamnations symboliques. Il pourrait y avoir des condamnations symboliques, pas forcément à ce qu'une personne... Parce qu'il est difficile, et moralement, et sur la question humaine, de condamner fermement quelqu'un dont la santé a déjà condamné. Vous faites complice de cette condamnation et vous engagez l'État dans cette dans cet embrouillement judiciaire, et sur la scène internationale, on va vous prendre pour quelqu'un de non humanitaire. Donc il y a aussi des questions d'ordre humanitaire qui peuvent peser sur les décisions judiciaires, et parfois la justice regarde aussi ce côté humanitaire, parce que la justice, c'est aussi comme un membre de la famille. Il regarde, est-ce que la personne que je m'apprête à condamner, qui est déjà elle-même
condamnée par l'état de santé, est-ce que ça en vaut la peine, ou simplement je la mets en résidence surveillée permanente jusqu'à un certain temps, et voilà. Ce sont des décisions qui relèvent effectivement De des la juges, justice, voilà, qui examinent tous ces dossiers au fond et qui rendent des décisions. Mais est-ce que vous entendez ces voix qui peuvent s'élever et qui réclament justice au regard aussi des faits qui sont reprochés, hein, des conséquences que ces faits ont pu entraîner? Mais vous savez, quand on réclame justice, j'ai envie de rire parce que quand on dit on réclame justice, c'est pas parce que vous réclamez la justice que vous avez tort et que vous avez raison. Vous pouvez avoir tort quand on réclame justice. Et parfois, il y a des présomptions. Et parfois, il y a des intentions. Et les intentions en justice, ça ne marche pas. Il faut de la preuve. Il faut de la preuve en justice. Aujourd'hui, je vais lancer comme ça une mare, qu'on appelle une pierre de la mare. Elle n'a jamais été signataire. Elle ne signe aucun document officiel. Donc, il y a des choses où ça va aller dans les négociations. Où il paraît, la justice n'est pas sur le joug de « il paraît ». Parce que les faits, on critique les faits, on analyse les faits avec des preuves. Et sur ces faits-là, on prend une décision judiciaire. Et là encore, il faut rappeler, et là, j'insiste là-dessus, ce n'est pas parce qu'on demande justice que forcément la justice vous donne raison. Alors, Arnaud Lilian, on n'a plus beaucoup de temps, on va bientôt se quitter. Qu'est-ce qui peut donc advenir en termes de perspective aujourd'hui? Est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'une parenthèse dans ce dossier ou bien, même si pour l'instant il leur a été accordé cette liberté provisoire, eh bien l'enquête se poursuit? Écoutez, c'est une parenthèse, ce n'est pas un point final. Une parenthèse parce que la justice s'est saisie de l'affaire de manière sérieusement. Il y a l'opinion publique, il y a l'opinion internationale. Il y a une attente très grande des Gabonais et il y a une évaluation populaire de la justice gabonaise. Nous rentrons dans la Ve République. Tout le monde regarde la Ve République avec un certain regard bien particulier. Qu'allons-nous faire? Et il faut savoir que ce procès ou bien ce que nous vivons actuellement au Gabon, le monde nous regarde, la scène internationale nous regarde, d'autres présidents nous regardent. Et à cet effet, il faut faire attention. Il faut faire bien, il ne faut pas faire précipiter. Parce que si nous précipitons les actes judiciaires, nous allons nous retrouver dans un endroit où non seulement la classe mondiale va nous tomber dessus, l'opinion internationale va nous tomber dessus, et sur le point de vue national au Gabon, nous allons avoir des contradictions fortes. Il n'est pas question de faire plaisir au peuple, il est question de rendre justice au peuple. Et de rendre justice, pas parce que le peuple demande une tête, mais parce que c'est ce que dit la loi. Et on ne lit que la loi. À partir de ce moment, nous allons avoir des éléments assez clairs et nets. Il faudrait faire doucement avec la pression populaire, parce que la justice populaire n'a jamais raison. L'opinion publique, on sait comment elle peut être malmenée. Donc, il faudrait laisser la justice prendre le temps qui lui est accordé, c'est-à-dire le temps judiciaire, pour pouvoir travailler sur ces éléments. Et je pense que l'importance de ce dossier ne nous permet pas de mettre la pression sur la justice, parce qu'en elle-même, elle reçoit déjà une très grande pression, non seulement nationale, mais aussi internationale. Donc il faudrait laisser le temps à la justice. La mise en liberté provisoire est un acte fort au niveau de la justice gabonaise. Ça prouve qu'il y a de l'humanité dans la justice gabonaise, donne la possibilité à celui qui est prévenu d'aller se faire traiter. Et ensuite, le processus continue sur son cours, et nous allons voir dans quelques instants, comme l'a dit le procureur, dans le temps requis par la justice, l'interpellation à nouveau de ces personnes de se présenter devant la barre pour répondre des chefs d'accusation qui sont donnés. Donc, à cet effet, pas de pression internationale, pas de pression nationale, bien qu'ils en subissent déjà, que la justice que nous avons voulu libre pendant des années, pendant plusieurs années, et maintenant qu'elle est libre, qu'elle fasse son travail librement. Que la justice fasse son travail librement. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup, Arnaud Lilian, d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Je rappelle que nous discutions de cette actualité. Le procureur près la cour d'appel de Libreville s'est donc prononcé ce jour et qui annonçait la mise en liberté provisoire de Mme Sylvia Bongo Ondimba et de son fils Noureddine. C'est déjà la fin de ce plateau spécial. Restez, nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.